Voilà, alors jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de molécules diatomiques, et on pourrait se demander si tout ce qu'on raconte là peut se transposer aux molécules polyatomiques, c'est-à-dire avec trois atomes ou plus. Ben, la réponse est oui. La réponse est oui. Et vous allez voir que ce qu'on appelle les règles de sélection, ça va s'interpréter plutôt à partir de règles de symétrie. Donc si vous avez beaucoup aimé la notion de groupe de symétrie, de table de caractères, de représentation réductible et irréductible, ben là vous allez vous régaler, vous allez voir, on va en faire pas mal. Et puis vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Et, euh, et c'est riche d'informations. Pardon, c'est riche d'informations. Comme vous allez le voir. Alors évidemment, on ne va pas commencer avec des molécules trop compliquées, hein. On va commencer avec des molécules relativement simples, comme la molécule d'eau. Mais avant ça, ben voilà, on va faire quelques petits rappels sur les éléments et les opérations de symétrie, les groupes ponctuels de symétrie, l'étape des caractères. Donc là, ben, par exemple, on a la molécule ici de triazine, hein, C3H3N3. Cette molécule-là, alors quand on a un peu l'habitude, moi je vois tout de suite que elle appartient au groupe de symétrie des 3H. Donc là, évidemment, il faut un petit peu d'habitude, mais si on n'a pas d'habitude, ben il faut réfléchir un petit peu, avancer pas à pas, et normalement, il n'y a pas de raison qu'on se trompe. Alors, je veux bien insister sur un point qui est vraiment crucial, c'est-à-dire que trouver un groupe ponctuel de symétrie n'est pas un but en soi. Je vais l'écrire en gros. Trouver un GPS n'est pas un but en soi. C'est le point de départ d'une étude plus ambitieuse. C'est le point de départ, donc c'est pas un but en soi, c'est un point de départ. Donc Oula. Je veux vraiment beaucoup insister là-dessus, euh, parce que, euh, ben, soyons pragmatiques, hein, le jour du contrôle, hein, le jour du contrôle, si vous vous contentez de chercher le groupe de symétrie et que ça vous suffit, eh bien vous allez au carton, pour être un peu vulgaire, mais au moins j'espère que ça vous parle. Vous allez au carton, d'accord? Puisque moi, mon objectif, c'est pas de vous faire trouver des groupes de symétrie. Gros groupes de symétrie et so what? On en fait quoi? Ben si, on essaie après de faire de la chimie, ou en l'occurrence de la spectroscopie. Donc mon but, ici, c'est de vous faire de la spectro en exploitant les notions de symétrie. Alors là, on le fait dans le cadre de la spectroscopie vibrationnelle, mais en RMN de la même façon, en résonance magnétique nucléaire. Alors ça ne s'exprimerait pas tout à fait de la même façon, c'est problématique de symétrie, mais néanmoins, il y a quand même des problématiques d'équivalence entre protons, et donc si on arrive à voir la symétrie d'une molécule, c'est beaucoup plus facile de déterminer l'équivalence entre les protons. Donc voilà, donc j'insiste beaucoup. Trouver un groupe de symétrie n'est pas un but en soi, c'est un point de départ pour faire des choses plus ambitieuses. Donc, donc je ne me contenterai pas, donc les notes que je vous attribuerai, l'évaluation que je vous proposerai, pour être tout à fait clair, trouver le groupe sur une note sur 20, trouver le groupe de symétrie d'une molécule, les éléments de symétrie, les opérations de symétrie, au maximum ça sera 3 points. Donc si vous voulez avoir 3 sur 20, ben vous n'allez pas plus loin, hein, d'accord. Donc je veux vraiment insister là-dessus. Euh, c'est, je serai très strict par rapport à ça. Voilà, donc vous affolez pas, hein, c'est quand même la deuxième fois que vous voyez ça, vous en avez déjà fait au premier semestre, c'est pas si compliqué, j'espère que maintenant ça va commencer à rentrer. Donc, groupe ponctuel de symétrie, table de caractère, élément opération de symétrie. Alors, on commence avec la S-triazine. Donc, elle est représentée ici, sa structure de Lewis est représentée. Tant qu'on y est, on va profiter pour refaire un petit peu de Lewis et de VSEPR de base et de la théorie enfin de la théorie. Une réflexion autour des systèmes pi. Vous avez ici un azote, alors comme d'habitude, hein, l'azote, il a un doublé non liant, il a trois pattes, hein, il fait trois liaisons. Donc je vous rappelle que l'azote, il est 2s2, sa valence, hein, c'est 2s2, 2p3. Et l'azote, lorsqu'il est neutre, systématiquement,
il a un doublé non liant et il met à disposition 3 de ses 5 électrons de valence pour faire 3 liaisons chimiques. Donc il a systématiquement un doublé non liant. Et évidemment, quand on a des composés pi comme ça, et c'est quelque chose qui est, c'est une des difficultés pour nous enseignants à faire passer. C'est-à-dire la question quand on a un doublé non liant, mais c'est ce foutu doublé non liant, est-ce qu'il est sigma ou est-ce qu'il est pi? Et là, ben, tel que c'est représenté ici, il n'y a aucun doute. Le doublé non liant ici, il est sigma, celui-là est sigma et celui-là est sigma. Pourquoi? Mais parce que l'azote, pour faire ces trois liaisons, dans ce composé-là, pour faire ces trois liaisons, ça veut dire qu'il est engagé dans une liaison double. Et s'il est engagé dans une liaison double avec un de ces carbones voisins, c'est qu'il se sert déjà, n'oubliez pas la notion d'orbital atomique, ça veut dire qu'il se sert déjà de son orbital atomique P perpendiculaire au plan. Donc il se sert de son orbital P perpendiculaire au plan, et ça veut dire que le doublé sigma ne peut pas être lui aussi perpendiculaire au plan, le doublé non liant ne peut pas être lui aussi perpendiculaire au plan, et donc ce doublé ici, il est forcément sigma. Donc ce doublé, vu en orbital hybride, une représentation utile d'orbital hybride, il est là. Alors je représente l'orbital hybride et le doublé non liant comme une espèce de fantôme avec ces deux yeux là. Il faudrait que je le fasse un peu plus régulier. Donc voilà le doublé ici. Donc voilà. Voilà, euh, voilà accessoirement un petit rappel, toujours bienvenu de liaison chimique. Alors ça c'est pas de la chimie théorique très haut de gamme, c'est de la chimie de base, ça doit faire partie de votre culture de base, hein. Il faut absolument que vous maîtrisiez ça, hein. Vous ne pouvez pas débarquer en fin de licence et entrer en master de chimie ou de biochimie ou quoi que ce soit sans avoir compris ça à minima. Donc, mais revenons à nos moutons. Nos moutons, c'est quoi? C'est trouver le groupe de symétrie. Alors attention, quand on regarde le groupe de symétrie, ce qu'on regarde, c'est juste le squelette sigma. Donc pour déterminer le groupe de symétrie de ce composé, vous ne regardez que le squelette sigma, c'est-à-dire ça. N, N. Je finis mon petit dessin en essayant de m'appliquer. H, H, H. Voilà, donc ça c'est le squelette sigma avec les carbones qui sont ici. D'accord? Donc n'ayez pas la tentation de vous dire ok, là j'ai des liaisons pi, donc ne prenez pas pour la symétrie, ne prenez pas les liaisons pi en compte, hein. Ce qu'on regarde, c'est juste le squelette sigma. Et accessoirement, ça a du sens, ça a d'autant plus de sens que je vous rappelle que ces électrons pi ici, ils se délocalisent, c'est-à-dire que vous avez deux formes résonantes, hein. La justification, c'est qu'il y a deux formes résonantes équivalentes. Je remets mes azotes ici. Et vous avez cette forme résonante là, qui est totalement équivalente à la forme résonante d'à côté. Et ce qu'on peut résumer par un hybride de résonance, comme ça, avec les azotes bien sûr ici. D'accord? Donc ça c'est la justification pour dire qu'on peut regarder de façon... on va regarder le squelette sigma pour déterminer la symétrie de la S triazine. Voilà. Bon, mes schémas sont mal foutus, mais j'espère que vous avez compris l'essentiel. Euh, D'accord, évidemment, si après je devais faire un joli dessin pour représenter les éléments et les opérations de symétrie, je m'appliquerais beaucoup plus que ça, en essayant de faire un hexagone régulier. Mais bon, avec la tablette, c'est jamais complètement évident de faire un dessin aussi propre que ce qu'on pourrait faire au tableau ou sur une feuille de papier. Ok. Alors ce qui est intéressant avec cette triazine, accessoirement, ce sont c'est son spectre vibrationnel. Donc ça c'est le spectre vibrationnel expérimental qui a été récupéré sur un site internet qui s'appelle
le webbook du NIST. Donc c'est un organisme gouvernemental américain. C'est le National Institute for Science and Technology. Donc il y a quelques spectres de référence comme ça qu'on peut télécharger, quelques spectres expérimentaux. Donc ça c'est le spectre infrarouge. Il n'y a pas de... Enfin, c'est le spectre infrarouge habituel. Vous avez les nombres d'ondes en abscisse, avec l'échelle de nombre d'ondes qui augmente de la droite vers la gauche, ici. Et en ordonnée, dans ce cas-là, c'est un spectre qui a été tracé en transmittance. Et donc, en transmittance, il évolue entre 100%, alors entre 1, c'est-à-dire 100% de transmittance, et puis quelque part par là, le 0%. Et là, vous avez des pics, bon, ils sont pas super intenses, mais quand même, ça descend jusqu'à 90% de transmittance. Donc, clairement, ici, il y a des pics sur ce spectre-là. Et il n'y en a pas donc que ça. C'est-à-dire que vous avez quand même une molécule ici qui est relativement, alors pas super complexe, mais quand même. Euh, Vous avez des liaisons doubles, des liaisons simples, des liaisons carbone de azote, carbone-hydrogène. Bon, et la molécule, à l'arrivée, elle a un spectre relativement simple avec euh, un pic ici, quelques pics là, et puis à basse fréquence, un petit concentré de mode de vibration ici. Ok, donc c'est quand même un spectre relativement simple, et ça c'est lié au fait que la molécule est une molécule d'assez haute symétrie. Euh, alors si on voulait voir ces modes de vibration, ils sont sur Vcam 3D. On va vérifier que on va aller les voir. Ils sont en principe sur Vcam 3D. Voilà. Donc vous l'avez il y a un menu spectroscopie ici, il y a petite partie mode en mode de vibration, et là il y a la 135 triazine, voilà que vous avez là. Et alors représenté avec la délocalisation et des liaisons partielles entre simple et double, qui prend en compte la délocalisation des électrons pi. Et ici, ben, vous avez les différents modes de vibration, alors qui ont été simulés, hein, c'est des simulations qui ont été faites. Et on avait vu qu'il y avait des petits pics pas très intenses autour des 3000 cm-1. Et en fait, les voilà. Ça correspond aux élongations CH. Donc j'espère que vous n'êtes pas surpris, que vous avez des connaissances de spectroscopie de base et que vous aurez déjà pu anticiper, avant même que je vous pose la question, que les petits pics autour des 3000 cm-1, c'est des élongations CH. Alors il y en a plusieurs, parce qu'en fait ça d'abord vous avez les élongations CH symétriques, hein, ici. Et ensuite, quasiment aux mêmes fréquences, vous avez des élongations CH antisymétriques, c'est-à-dire quand il y a une lésion CH qui s'allonge, il y en a une autre qui se raccourcit réciproquement. Après, il y a ces modes-là, ici, qui sont des déformations angulaires. Vous voyez que c'est principalement les angles H carbone azote qui varient. Donc là, vous avez des déformations angulaires. Puis, autour des 1300 par là, vous avez d'autres types de déformations angulaires, où cette fois-ci, les trois angles HC azote euh, s'agrandissent ou se referment de façon concertée. Puis autour des 1100 ici, vous avez des variations d'angle internes au cycle. Et puis, si on regarde 907 cm-1, il ne se passe pas grand-chose, mais si, il faut que je tourne un peu ma molécule. Je vais augmenter l'amplitude, hein, Donc ça, c'est une déformation dite hors du plan. Donc ça, c'est un mode de vibration qui est un mode de vibration des hydrogènes, qui est la déformation hors du plan des hydrogènes, principalement, même si le cycle se déforme un peu.
Vous avez à 660, donc là, c'est une très forte déformation du cycle, donc c'est déformation intracyclique, déformation angulaire intracyclique. Et puis 339 cm-1, qu'on ne peut pas voir expérimentalement dans un spectre infrarouge de routine, parce que à 339 en général, les lamelles au sein desquelles on fait les spectres absorbent le rayonnement infrarouge en standard, mais ces simulations nous disent que il y a ces modes-là, qui est un mode de déformation du cycle hors du plan. Tout à l'heure, c'était plutôt les hydrogènes qui se déformaient. Donc là, les hydrogènes bougent aussi, hein, ils accompagnent le cycle, mais c'est avant tout, vous voyez, le cycle qui se déforme. C'est la déformation hors du plan. Ok. Et bien c'est ça qu'on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre ces différents modes. Est-ce que ces modes-là, hein, que l'on peut simuler, dont on peut simuler les valeurs ici, et les modes de vibration, est-ce qu'on peut les voir en infrarouge ou pas? Ou sinon, si on ne peut pas les voir en infrarouge, on a une autre technique, hein, qui est la technique Raman, qui est aussi une technique vibrationnelle, qui permet de sonder les états vibrationnels des molécules. Et sinon, est-ce qu'on peut les voir en Raman? Donc voilà l'enjeu de cette nouvelle partie du cours. Je vais refermer le navigateur. Voilà. Donc voilà un des enjeux, et pour faire ça, le premier travail qu'il faut faire, c'est déterminer les éléments de symétrie de la molécule. Alors je crois qu'il y a... Oui, donc, je vais vous le faire comme ça, et vous aurez le résumé après. Donc les éléments de symétrie, j'espère que vous voyez que ici, perpendiculaire au plan de la molécule, il y a un axe d'ordre 3. Dans ce que j'ai dessiné ici, c'est un axe d'ordre 3, c'est-à-dire que vous avez un axe perpendiculaire au plan de la molécule. Pardon. Euh, donc ici, il y a voilà, il y a une symétrie d'ordre 3. La molécule est plane, hein, donc j'aurais pu aussi rapidement indiquer que le plan de la molécule est un plan de symétrie sigma. Alors il y a, je ne vais pas faire durer le suspense, l'axe d'ordre 3 c'est l'axe de rotation principal. On ne peut pas trouver un ordre, donc le C3 c'est l'axe de rotation principal, puisqu'on ne peut pas trouver dans cette molécule-là, c'est le Cn, hein, l'axe de rotation principal, c'est le Cn avec la valeur de n maximale. On ne peut pas trouver un axe de rotation d'ordre plus élevé. Donc le plan de sigma ici va être défini par le fait qu'il est perpendiculaire à l'axe de rotation principal, et donc par définition c'est un sigma h. Quoi d'autre? Eh bien il y a des axes C2, il y a des axes C2, j'espère que vous les voyez, il y a par exemple l'axe qui passe ici, ça c'est un axe C2, puisque par cet axe-là, par exemple, après j'effacerai, hein, par cet axe-là, je permute ces deux hydrogènes, par cet axe-là, je permute ces deux azotes. L'azote, ici que j'ai représenté avec des points rouges, l'azote, le carbone et l'hydrogène sont sur l'axe, donc eux, par la rotation de 180 degrés, ils restent en place, et sinon, on échange aussi ces deux atomes par la rotation de 180 degrés. J'efface mes cochonneries. Voilà, donc je redessine un axe C2 ici. Il y a un axe C2 pour les mêmes raisons ici aussi. Et il y a un axe C2 là. Donc on a trois axes C2. D'accord. Quoi d'autre? Mais il y a aussi des plans. Il y a des plans euh, qui contiennent ces axes C2, donc les plans verticaux. Donc vous avez par exemple le plan qui contient cet axe C2 ici. Il contient l'axe de rotation principal. Et donc c'est surtout ça qui va nous permettre de le définir. Donc comme il contient l'axe de rotation principal, c'est un plan sigma V. Ensuite vous avez ce plan-là, ici, qui contient lui aussi l'axe de rotation principal, donc c'est un plan sigma V. Et enfin, vous avez ce plan-là, c'est aussi un plan sigma V. Donc il y a trois plans sigma V. Le plan C3, l'axe C3, j'en ai déjà parlé. Quoi d'autre?
Est-ce que vous voyez d'autres éléments de symétrie? De toute façon, après, si on a des doutes, on met toujours à votre disposition le tableau de détermination des groupes de symétrie, les tables de caractères, donc il ne faut pas hésiter à aller faire des allers-retours par rapport à ça. Hein. Il ne faut pas hésiter à faire des allers-retours par rapport à ça. Donc la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il n'y a pas un axe de rotation impropre? Ceux-là, vous les aimez pas beaucoup en général. Est-ce qu'il y a un donc point d'interrogation. Est-ce qu'il y a un centre d'inversion? Point d'interrogation. Donc là, le centre d'inversion, non. On aurait envie d'en mettre un là au milieu, mais vous voyez bien que les azotes, du coup, rappelez-vous que la molécule, après l'action d'une opération de symétrie, elle doit demeurer en apparence inchangée. Donc par l'inversion, on échangerait les positions des azotes et des carbones du cycle. Donc ça c'est proscrit. C'est pas une opération, c'est pas un élément de symétrie, ça donne pas naissance à une opération de symétrie puisqu'on échange les positions des atomes. Donc le centre d'inversion, non. Un axe de rotation principal, oui, probablement. Un axe de rotation impropre, pardon, oui, probablement. Il y a de grandes chances. Et on va vous proposer alors un S3 par exemple. Est-ce qu'il y a un S3 ici? La réponse est oui. Donc vous avez un bilan ici, d'accord? Vous avez un bilan de tous les éléments de symétrie, donc là c'est évidemment mieux dessiné que ce que j'ai pu faire moi rapidement. Donc vous avez ici les trois plans sigma V, les trois axes C2, l'axe C3 et l'axe S3. Alors, et le plan sigma H. Alors on peut avoir l'impression que le C3 et le S3 c'est pareil. Rappelez-vous, un axe de rotation impropre c'est quoi? Un axe de rotation impropre, quand j'ai un Sn, c'est que je fais une rotation autour de cet axe de 2π sur n, suivi d'une réflexion par rapport à un plan sigma qui est perpendiculaire à l'axe Sn. Donc on va se dire, mais là la molécule est plane, tournée de C3, puisque tout est dans le plan, oui, mais n'oubliez pas que il peut y avoir des propriétés, hein, par exemple, donc il peut y avoir des propriétés qui, elles, sont des propriétés qui, entre guillemets, dépassent du plan. Hein. Donc quand après on va appliquer les opérations de symétrie, on va les appliquer à des propriétés qui ne sont pas forcément toujours des propriétés toutes contenues dans le plan. On peut très bien avoir des propriétés, entre guillemets, hors du plan. Donc si vous avez une propriété hors du plan, supposons que vous ayez une orbitale par exemple ici, d'accord? Si vous la tournez de 120 degrés, bon, supposons que j'ai ici un S, on va dire je vais le faire, pouf pouf, je reprends. Je vais faire quelque chose vu du dessus. Hein. Je vais reprendre ma S-triazine. Si je regarde par exemple l'orbitale pi ici, je vais choisir un sens de rotation positif arbitraire dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe si j'applique l'opération S3 à cette orbitale-là? Eh bien, si j'applique l'opération S3 dans un premier temps, je vais faire un petit ici, donc je tourne 120 degrés, donc mon orbitale elle vient là, donc ça c'est le C3, et ensuite je fais le sigma perpendiculaire, et vous voyez que cette orbitale, oula, j'essaie de m'appliquer un peu quand même, vous voyez que cette orbitale elle change de signe. Le lobe négatif se retrouve vers l'avant, le lobe positif vers l'arrière. Donc alors que l'azote, ici, cet azote-là, en quelque sorte, se retrouve ici, c'est-à-dire à la place de l'autre, hein, tac. Donc en termes de géométrie intrinsèque de la molécule, ça ne change rien, mais la propriété associée, elle va changer de signe. Donc si on fait un C3, on s'arrête ici, et si on applique un S3, c'est ça, si on applique un S3, on change le signe de l'orbital. Donc j'espère que vous captez ici mon message et mon introduction en disant attention, en général, un SEN et un CN, c'est pas pareil. En général. Hein. Donc après, il faut regarder dans le détail. Donc ce que j'ai représenté ici, pour être plus précis, c'est une opération de symétrie C3-1.
suivi d'une réflexion par rapport au plan perpendiculaire, et ça donne naissance donc à l'opération de symétrie S3-1. C'est la même chose. D'accord? Donc c'est potentiellement différent. S3-1 et C3-1 ont des actions potentiellement différentes. Voilà. Ensuite, ben, vous aurez droit à ce tableau-là. Donc rappelez-vous, on se pose la question, premièrement, est-ce que la molécule est linéaire? Donc à l'évidence non, donc on bifurque ici. Est-ce qu'il y a plusieurs CN? Alors ici, il faut comprendre plusieurs axes principaux. Donc la réponse est non, il n'y a qu'un seul axe principal qui est le C3. Est-ce qu'il y en a au moins un? Est-ce qu'il y a un axe principal? Un seul. La réponse est oui, et on va même préciser que c'est n égale 3. Et maintenant, la symétrie étant ce qu'elle est, la question que l'on se pose ensuite, c'est y a-t-il 3C2, donc y a-t-il NC2 perpendiculaire au CN, c'est-à-dire y a-t-il 3C2 perpendiculaire au C3 dans notre cas, ici. Là, la réponse est oui, donc on bifurque à gauche. Et là, la question c'est est-ce qu'il y a un sigma H? La réponse est oui. Conclusion, cette molécule appartient au groupe de symétrie des 3H, ce que j'avais anticipé avant. Voilà, donc ça, révisez hein, si vous avez des doutes. Alors, révisez, et j'aurais pas dû faire mon navigateur. Et n'oubliez pas que vous pouvez aller vous entraîner aussi sur VCAM 3D. Désolé, j'aurais pas dû faire mon navigateur. Vous avez des sections éléments de symétrie, ici. Soyons un peu patients. Voilà, donc vous allez dans symétrie moléculaire, ici. Vous avez plusieurs trucs sur les éléments de symétrie, les groupes ponctuels de symétrie, etc. Et en particulier ici, à groupe ponctuel de symétrie, vous avez une petite sélection de composés. Alors il y en a qui sont un peu compliqués, hein, comme lui là par exemple. Hein. Ce qu'on appelle une porphyrazine qui encapsule un métal au milieu. La boule rouge au milieu, c'est un métal. Vous en avez des encore plus compliqués. Ah, tiens, j'ai un, j'ai un bug, il faudra que je corrige. Bon, donc on verra pas celle qui est encore plus compliquée. Vous avez celle-là qui est pas si compliquée que ça, mais si, non, elle est complexe. Mais vous avez des trucs simples, voilà. Donc ici vous avez un H2Cl. Donc jouez le jeu, hein. Demandez-vous quelle est la symétrie de cette entité. Vous avez le 6-dichloroéthylène, quelle est sa symétrie? Le transdichloroéthylène, quelle est sa symétrie? L'acide cyanurique ici, ça ressemble un peu à la estriazine. Hein. Pas tout à fait, mais moi je vois tout de suite que c'est des 3H aussi. Et là vous avez une aide, ben, une fois que vous vous êtes creusé la tête, vous avez ça aussi là, le dichloroisocyanurate de sodium. Donc quelle est la symétrie de cette entité? D'accord? Et une fois que vous êtes bien creusé la tête, vous pouvez vérifier, voir les axes CN. Hein. Ben, dans ce cas-là, il n'y a qu'un axe C2. Est-ce qu'il y a un axe de rotation impropre? Ben, quand vous cliquez dessus, il ne se passe rien, donc non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un centre d'inversion? Quand on clique dessus, il n'y a rien qui apparaît, donc non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des plans de symétrie? Oui. Alors il faut tourner un peu, il y en a deux. Il y a le plan de la molécule elle-même, toute molécule plane correspond. Pouf pouf, toute molécule plane possède au moins un élément de symétrie qui est le plan qui la contient. Et en plus, il y a le plan ici qui passe par le sodium et qui coupe la molécule en deux en quelque sorte. D'accord? Et voilà. Et puis à la fin, vous pouvez visualiser l'intégralité des éléments de symétrie, ici, en résumé. Et puis le groupe de symétrie vous est indiqué, C2V. D'accord? Donc vous pouvez jouer avec ça. Ne cliquez pas de façon impulsive pour voir tout de suite le groupe de symétrie et vous dire ah ben oui fastoche je le voyais c'était évident, d'accord. Vous vous creusez un peu la tête et vous faites des exercices, vous essayez de les trouver par vous-même. Et si vous voulez voir des choses un peu plus détaillées, comme par exemple le, je recommence ici l'éthane décalé, d'accord. On peut voir ici l'axe C3. Alors là, quel est l'intérêt ici? C'est juste les petits checks par rapport
euh, par rapport à l'opération C3. C'est-à-dire que là, vous voyez l'axe C3, c'est l'axe carbone-carbone. Et le fait de cliquer sur check, la molécule tourne autour de l'axe C3. Et vous voyez qu'à la fin, quel que soit le point de vue, hein, donc je refais check, à la fin, la molécule, elle est effectivement, en apparence, totalement inchangée. Une fois que l'opération de symétrie est accomplie, la molécule a exactement la même orientation dans l'espace. Voilà, donc si on reprend la triazine, voilà, donc bilan, la molécule appartient au groupe de symétrie des 3H. Prenons la molécule d'eau. La molécule d'eau, oui, alors je vais vous le faire comme ça. Donc la molécule d'eau, vous avez OHH, vue ici elle est représentée dans le plan de la feuille, enfin de l'écran. La molécule est plane, donc elle contient un plan sigma. Attention, pour l'instant, je ne peux pas dire si c'est un plan sigma H ou sigma V. D'accord? Quand vous avez une molécule plane, le plan qui la contient n'est pas forcément un plan horizontal. Ce qui permet de dire si c'est sigma H ou sigma V. D'accord? Sigma H, c'est que le plan euh, est perpendiculaire. Je vais y arriver. Il est perpendiculaire à l'axe de rotation principal et un plan sigma V contient l'axe de rotation principal. Donc tant que je n'ai pas trouvé d'axe de rotation, je ne peux pas dire si c'est sigma V ou sigma H. Et s'il n'y a pas d'axe de rotation, ben du coup, le plan va s'appeler sigma tout court. Ok? Donc ici, j'espère que, enfin, de toute façon, vous l'avez déjà fait au premier semestre, hein, que vous voyez que là, il y a un axe C2, puisque si je tourne de 180 degrés, je vais échanger les positions des deux hydrogènes, et donc c'est l'axe qui est bisecteur de l'angle HOH. J'espère que vous voyez également, et que dès que j'ai dit l'axe bisecteur, que vous avez réalisé qu'il y a un plan qui est lui aussi un plan bisecteur, qui est ici. Donc j'ai un plan là. Je ne peux pas trouver d'autres axes de rotation. D'accord? C'est donc l'axe de rotation principal. Donc ces plans-là sont des plans verticaux, puisqu'ils contiennent l'axe de rotation principal, qui est ici un axe C2. Donc si vous allez voir dans le tableau de détermination des groupes de symétrie, vous allez donc vérifier que lorsqu'il y a C2 et 2 sigma V, le groupe ponctuel de symétrie, c'est le groupe C2V. Hein, donc je suis ici. La molécule n'est pas linéaire. Là. Est-ce que la molécule a plusieurs axes de rotation principaux? Non. Est-ce qu'elle en a un? Oui. Et c'est un axe C2. Donc je vais ici. Est-ce qu'elle a deux C2 perpendiculaires au C2? La réponse est non. Est-ce qu'elle a un sigma H? La réponse est non. Est-ce qu'elle a deux sigma V? La réponse est oui. Donc C2V. Voilà. Et là, à gauche, ici, vous avez une jolie représentation de la molécule en perspective, avec les plans de symétrie joliment dessinés par rapport à la perspective, ainsi que l'axe de rotation C2 ici. Voilà. C'est plus joli que ce que j'ai fait moi, mais un jour de contrôle, on attendra plutôt, à moins que vous ayez une âme d'artiste et que vous soyez capable de bien dessiner en perspective, on attend de vous votre capacité à faire un dessin propre, hein, un schéma propre de ce type-là. Un schéma propre, attention. Ok. Donc groupe de symétrie C2V. La table de caractères du groupe de symétrie C2V est rappelée ici. Je vous rappelle que la table de caractères, elle rassemble les représentations irréductibles. Donc il y a ici 4 représentations irréductibles. Donc REI pour représentation irréductible. Donc vous avez la première, donc dans le groupe C2V, il n'y en a que 4. Alors, les raisons pour lesquelles il n'y en a que 4, il n'y en a pas 6 ou 2 ou une seule, ou etc. Ça, c'est complètement au-delà des objectifs, aussi bien des enseignements du premier semestre que du second semestre. On va se servir de ça comme d'un outil, hein, au même titre que des tables de multiplication ou d'addition. Hein. Donc, voilà, à un moment donné, vous avez... Enfin, ça, c'est pas à apprendre par cœur, mais voilà, on se sert de ça comme d'un outil. Hein. Donc il y a 4 représentations irréductibles. La première, la représentation irréductible A1, c'est celle pour laquelle tous les caractères
Donc chacun des caractères, le caractère associé à chacune des opérations de symétrie est égal à 1. La représentation A2, c'est celle pour laquelle les deux premiers caractères, c'est-à-dire celui associé à l'identité, celui associé à l'opération C2, valent 1 et les deux autres valent moins 1, c'est-à-dire les deux associés aux deux plans verticaux. La représentation B1, c'est celle pour laquelle on a ici le caractère associé à l'identité qui vaut 1, celui associé au C2 vaut moins 1, celui associé au plan sigma VXZ vaut 1 et celui à YZ vaut moins 1. Oui, parce que par convention, l'axe de rotation principal correspond à l'axe Z, c'est ce qui est écrit ici, et le plan de la molécule, correspond au plan Y au Z. La perspective n'est pas super bien faite jusqu'au bout, je m'aperçois sur ce schéma, puisque EY devrait être vu comme ça en perspective et EX serait ici. Donc oui, bon, Y doit être parallèle à cette ligne rouge là. Donc c'est Y. Donc par convention, le plan rouge ici, le plan de la molécule, c'est le plan Y au Z. J'ai oublié de préciser ce détail. Mais ça, on vous le dira toujours. Hein. On ne vous demandera pas de savoir ça. On vous précisera toujours où sont les axes X, Y, Z. Par contre, vous devrez le respecter. Et B2, pour finir, c'est celui pour lequel le caractère associé à l'identité vaut 1, de même que celui associé au plan YZ, c'est-à-dire au plan de la molécule, et les caractères associés à l'axe C2 et au plan perpendiculaire au plan de la molécule valent moins 1. Donc ça, c'est les plans de symétrie. Alors si on revient sur VCAM 3D, cette fois-ci, je n'ai pas fermé le navigateur, je n'ai pas fait cette bêtise. Si je reviens à la spectroscopie, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on va pas tarder à voir? Voilà ce qu'on nous dit. Je vais grandir là. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit voilà, ce qui est représenté ici, dans le cadre, vous lisez comme moi en haut, de la spectroscopie infrarouge au Raman, vous ne laissez pas perturber par les boules qui bougent pour l'instant. Aussi bien pour la spectroscopie infrarouge qu'au Raman, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on a là les modes de vibration de la molécule d'eau H2O. Et on nous dit, ben voilà, alors évidemment ça c'est parce qu'on le sait par tout un tas de choses, donc là moi je vous demande d'admettre ça. Vous n'avez pas à le savoir par cœur, on est d'accord. Mais je vous demande d'admettre que ça correspond à la réalité. La réalité, c'est que les boules qui représentent ici les atomes d'oxygène et d'hydrogène, ces boules-là, elles ne vont pas vibrer n'importe comment. Donc les modes de vibration ne vont pas être quelconques. Si on excite vibrationnellement la molécule d'eau, une molécule d'eau, si on l'excite vibrationnellement, elle ne peut être excitée vibrationnellement que de 3 façons différentes, bien précises. La première façon, c'est ce qu'on appelle l'élongation antisymétrique. C'est ici. Les deux liaisons OH s'allongent et se raccourcissent en opposition de phase. Et ça, pardon, ah oui, je ne peux pas écrire là-dessus. Et ça, on le voit, vous lisez à 3756 cm-1. C'est typiquement la fréquence de vibration lorsqu'on a réussi à exciter vibrationnellement la molécule d'eau selon ce mode antisymétrique, d'élongation antisymétrique. Au milieu, et ça s'observe à 3652 cm-1, c'est le mode d'élongation symétrique. C'est-à-dire qu'on peut aussi exciter les deux liaisons OH de telle sorte qu'elles s'allongent et se raccourcissent en phase. Et enfin, le dernier mode, qu'on observe à 1596 cm-1, pour être précis au cm-1 près, c'est le mode de, alors en anglais on dit scissoring, donc c'est un mode de déformation angulaire, hein, qui est les deux liaisons OH, hein, se rapprochent ou s'éloignent l'une de l'autre, et donc ça donne ici cette déformation angulaire que vous voyez là. D'accord, donc je tourne la molécule ici. Donc vous allez toujours voir ça sur VCAM 3D, voir ces animations-là. Donc là, évidemment, c'est des simulations, évidemment, sur cet écran. Hein. Ce sont des simulations, mais sachez que ça correspond à ce qui arrive, au phénomène qui arrive concrètement à toute molécule d'eau excitée en infrarouge ou en Raman, à ces fréquences-là. Donc ça peut potentiellement donner naissance à un pic, soit en Raman, soit en infrarouge. Donc ce qu'on va faire très très vite, et ça sera là, on va finir
le cours de cette semaine là-dessus, ce qu'on va faire très très vite, c'est de prédire si ces modes sont visibles en ramant et ou en infrarouge. Ça, c'est une vision en quelque sorte un peu théorique de ce qui peut se passer à la molécule, hein. Je vous demande de me faire confiance, à savoir que c'est bien ça qui se passe si on excite vibrationnellement la molécule d'eau. C'est les trois seuls mouvements qu'elle peut faire, que peuvent faire les atomes les uns par rapport aux autres. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres que ces trois-là. On va aller voir à 3756, 3652 ou 1596. Mais est-ce qu'on peut vraiment tous les voir soit en infrarouge, soit en Raman? Ou pas? Et ça, c'est lié à la symétrie. C'est lié à leur symétrie. Donc, voilà. Euh, c'est lié à la symétrie, donc vous retrouvez ici une capture d'écran partielle de VCAM 3D, où j'ai pas... oui, je voulais pas montrer, pardon, parce que des boules qui bougent pour dessiner sur un papier statique, c'est pas évident. Donc vous voyez en dessous, vous avez l'équivalent, la représentation du mode d'élongation. J'espère que ça vous apparaît avec évidence. Alors si vous regardez à droite, peut-être c'est le plus évident, que le mode angulaire, je peux par exemple le représenter par deux flèches qui se rapprochent, les deux flèches qui se rapprochent l'une de l'autre, là, hein. Je suis ici, là. Donc ça correspond au mouvement par exemple de fermeture de l'angle. Et ça suffit pour décrire ce qui se passe dans ce mode d'élongation. Et en même temps, on a un peu financé le truc parce que vous voyez qu'en même temps, vous avez l'atome d'oxygène qui remonte un tout petit peu. Et donc vous avez une petite flèche rouge ici qui montre qu'en même temps, l'atome d'oxygène, il se relève un tout petit peu. D'accord? Bon voilà, j'espère que du coup vous revoyez aussi que le mode d'élongation symétrique, il suffit par exemple de dessiner les deux flèches qui s'éloignent par exemple toutes les deux de l'oxygène. Et l'antisymétrique, vous avez, alors qu'il y a une flèche de la liaison OH qui éloigne l'hydrogène de l'oxygène, on a inversé l'autre pour indiquer que l'atome d'hydrogène se rapproche pendant l'instant de l'oxygène. Voilà, donc, ça c'est une façon vectorielle de représenter ces mouvements. Et on n'a pas d'autre choix en statique que de représenter comme ça. Zut. Je vais y arriver. Voilà, donc on n'a pas le choix que de la représenter comme ça. Donc on a ces trois modes. Le mode d'élongation antisymétrique ici, le mode d'élongation symétrique ici, le mode de déformation angulaire ici. Question, c'est quelle est la symétrie, et on n'ira pas plus loin que ça aujourd'hui, de chacun de ces modes de vibration. Donc on n'ira pas plus loin parce que ce que je veux faire la prochaine fois, c'est des exercices pour revenir en arrière sur les spectres de rotation-vibration de molécules diatomiques. Donc ça nous occupera une séance de TD, je pense. Donc je ne veux pas trop avancer le cours sur cette partie-là. Quelle est la symétrie de chacun de ces modes de vibration? Ça, c'est des choses qui consistent à regarder. Pour répondre à cette question, il va falloir, pour répondre à cette question, je dis qu'il faut répondre à cette question-là. Donc je réponds à la question par une autre question. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas l'air d'être très avancé, mais c'est une autre reformulation, c'est une reformulation de la question précédente. Quelle est la transformation de chacun de ces modes par rapport aux opérations de symétrie de l'eau? C'est ça. Trouver la symétrie de ces modes, c'est regarder comment chacun d'entre eux se transforme par rapport aux opérations de symétrie de l'eau. Donc, je vous propose une façon simplifiée de voir les vecteurs. Donc, ici, ça c'est la même chose que ça. Non, pardon, là c'est l'élongation symétrique. Pouf, pouf. Je reprends. Lui, c'est la même chose que ça. D'accord. Ça, c'est l'élongation antisymétrique, ici.
Quelle est la différence par rapport au précédent? Ça vous saute peut-être pas aux yeux dans un premier temps, mais simplement regardez, on a mis une double plainte, une flèche double, et ici vous avez la flèche bleue qui est là, alors que là la flèche bleue est là, d'accord? Et la partie blanche est ici, alors que là la partie blanche est ici. Donc ça permet comme ça de bien matérialiser cette élongation antisymétrique. Alors qu'ici, la partie bleue est là, la partie bleue est là, et la partie blanche est ici, la partie blanche est ici. Et pour la déformation angulaire, plutôt que de représenter les deux flèches comme ça, en fait, on simplifie un peu, mais ça revient au même, hein, voilà. Donc faites-nous confiance, ça revient exactement au même. On propose de le voir comme ça, donc où les deux atomes d'hydrogène soit se rapprochent l'un de l'autre, soit ils s'éloignent l'un de l'autre. C'est ça que ça veut dire avec cette représentation-là. C'est un petit peu simplifié, ça ne change rien à l'analyse en symétrie, mais si vous avez un peu de mal à voir les transformations par symétrie, par opération de symétrie de ces modes de vibration, ça réduit peut-être un petit peu la difficulté. J'espère. Voilà, ben, on va faire ça. Donc, je vous rappelle, hein, c'est pas déjà rappelé ça quelque part, voilà. On va remplir ce tableau. Donc ça c'est le plan de travail. On va remplir ce tableau, on va dire chacun, vous avez trois modes qui s'appellent Q1, Q2 et Q3. Vous les retrouvez ici, Q1, Q2 et Q3. Donc le Q1 étant ici l'élongation symétrique, le Q2 l'élongation antisymétrique et le Q3 la déformation angulaire. Ce qu'on veut, c'est quels sont les caractères, hein, trouver les caractères associés. Euh, Ici, on va remplir, évidemment ça ne va pas être les mêmes, hein, les caractères qui associés à chacune des transformations. C'est-à-dire quand on applique l'identité, alors je vais tout de suite, voilà. Quand on applique l'identité à Q1, qu'est-ce qui se passe? L'identité, je vous rappelle que c'est l'opération de symétrie qui consiste à ne rien faire. Donc si on applique l'identité à Q1, on a exactement le même mode de vibration. Donc le caractère est égal à 1. Il ne se passe rien. Donc c'est l'identité, c'est 1. Si on applique l'identité à Q2, il ne se passe rien non plus, puisque ça ne change rien. Donc le caractère, c'est 1. Si je fais ça à Q3, c'est 1 aussi. Et on va continuer ici. On va le faire pour chacune des opérations de symétrie et pour chacun des modes. Et à la fin, on va voir que ça correspond à des représentations irréductibles, qui sont dans la table des caractères. Donc on va directement identifier à quelle représentation irréductible correspond chacun de ces modes. Et du coup, quand on aura ça, on va dire la représentation irréductible, c'est ça qui va nous dire quelle est la symétrie du mode. Vous avez vu ça au premier semestre, ce qui est reporté ici. Vous avez vu que quand on a une opération de symétrie O, si on l'applique à un objet, cette opération de symétrie, c'est ce que implicitement j'ai fait juste avant avec l'identité, si on trouve le même objet au signe, avec le même signe, donc s'il est totalement inchangé, le caractère associé est égal à plus 1. Lorsqu'on applique une opération de symétrie à un objet, donc ici ça va être ces vecteurs, si on trouve l'opposé de l'objet, donc si l'objet change de signe, le caractère associé c'est moins 1. Et enfin, si lorsqu'on applique une opération à un objet Q, on trouve un autre des objets dont on examine les propriétés QJ, avec J différent de I, le caractère associé c'est 0. Ça annonce cette règle, j'oublie toujours le nom de cette règle, mais bon, en tout cas l'essentiel, si on ne se rappelle pas du nom, c'est de savoir l'appliquer. Alors c'est parti. Donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais regarder Q1. Donc Q1 c'est ce truc-là. Donc quand on a l'habitude, on va dire voilà, Q1, lorsqu'on applique l'identité, oui ça j'ai même pas besoin d'avoir l'habitude, il ne se passe rien, donc le C1. Lorsque j'applique l'opération de C2, vous voyez que j'inverse ici les deux. Une fois que j'ai inversé mes flèches, pardon, pouf pouf, je reprends. Si j'inverse mes deux flèches ici, par l'axe C2 qui est là, eh bien à l'arrivée, j'ai exactement le même schéma. Donc ça fait 1. Lorsque je considère le plan sigma VXZ qui est celui-là, ben, j'échange mes pointes de flèches blanche avec blanche et bleu avec bleu, donc à l'arrivée mon truc est inchangé, ça fait 1. Et par YZ, hein, qui est le plan de la molécule, ça fait 1 aussi.
Et si vous reprenez la table des caractères, qui était, qui était où? Zut. Voilà, qui était là, que j'ai griffonné. Donc si je reprends la table des caractères, vous voyez que la représentation est réductible où il y a des 1 partout. J'ai un peu perturbé mon logiciel en voulant effacer de façon frénétique. Oula, 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 oula. Je reprends. Voilà. Donc la représentation irréductible, hein, pour laquelle il n'y a que des 1 partout, c'est la représentation irréductible A1. A. Donc je peux dire que la symétrie de ce mode de vibration, c'est donc une symétrie A1. Maintenant regardons Q2. Là aussi, hein, je vais vite. Hein. Je vais vite, après je vous le ferai de façon plus imagée grâce au tableau de la diapo suivante. Donc ici, si j'applique l'identité, c'est 1. Je ne vais pas réfléchir, je peux déjà le remplir pour Q3. Hein. Si j'applique l'opération C2 à ça, vous voyez qu'en appliquant l'opération C2, à ce mode de vibration qui est représenté par ces doubles flèches qui changent de signe, qui changent de couleur, vous voyez que si j'applique l'opération de C2, la pointe bleue vient ici à la place de la pointe blanche, et ici la pointe bleue là vient à la place de la pointe blanche. Donc à l'arrivée, j'ai changé de signe. C'est l'équivalent. Hein, donc si j'ai la résultante, ça va être, alors je dessine la résultante à côté. La résultante, ça va être la pointe blanche là, la pointe bleue ici. Cette pointe bleue ici, c'est l'équivalente de celle-là, hein, ça. Et là, j'ai ma double flèche, je vais plutôt le faire comme ça. Tac, ça va être plus simple. Et ici, j'ai la pointe bleue là. Et cette pointe bleue là, c'est parce que c'est celle-là. Et du coup, ce que je représente à l'arrivée, c'est exactement l'opposé de ma représentation initiale. Donc le caractère ici associé, c'est -1. J'ai changé, j'ai inversé. Hein, si je regarde chacune des flèches, cette double flèche-là, je l'ai inversée par rapport à la précédente. Et celle-là aussi, je l'ai inversée par rapport à ce qu'elle était au début. Donc le caractère, c'est -1. Par le plan XZ, le plan XZ qui est le plan bisecteur, c'est pareil. C'est -1. Et ici, par le plan YZ, qui est le plan de la molécule, ben, il ne se passe rien, c'est donc 1. Donc je reviens en arrière, pas trop. Voilà, 1, -1, -1, 1, c'est ici. C'est reporté dans la table des caractères. Donc c'est la représentation irréductible B2. B2. C'est la représentation B2 et donc je peux conclure que ce mode Q2 est de symétrie B2. Pour Q3, vous avez ici, c'est ce mode-là, d'accord. L'axe C2 est ici, donc l'axe C2 est ici. Donc si je tourne 180 degrés, ben, j'espère que vous voyez bien que les deux pointes bleues s'échangent ici et les deux pointes blanches s'échangent ici. Donc en apparence, le mode est inchangé. Donc c'est +1. Si je prends le plan sigma VXZ qui est là, c'est pareil, j'ai changé les pointes bleues entre elles et les pointes blanches entre elles. Donc ça fait +1. Et quant au plan de la molécule, ben, puisque tous ces modes de vibration sont dans le plan, ici, j'ai également +1, donc je retrouve A1. Donc là, ce que je viens de trouver, alors évidemment j'ai fait un truc qui est chapeau lapin, hein, c'est que je vous ai demandé de me faire confiance que la molécule d'eau, elle a ce mode de vibration symétrique, ce mode de vibration antisymétrique et ce mode de déformation angulaire. Donc ça c'est, je l'ai sorti du chapeau du magicien.
Mais à partir du moment où vous me faites confiance là-dessus, après j'espère que ce travail de l'étude de la symétrie de ces modes ne vous semble pas trop compliqué. Donc à partir de là, j'espère que vous serez capable de retrouver ça, que le mode Q1 est de symétrie A1, le mode Q2 l'élongation antisymétrique est de symétrie B2, le mode Q3 qui est la déformation angulaire est lui aussi de symétrie A1. Et donc ce qui est représenté ici, hein, c'est exactement ce que je vous ai dit oralement. Donc là, je complète les diapos. Oups, je suis allé trop loin. Pardon. Donc là, pour vous convaincre que ce que je vous ai dit, de ce que je vous ai dit, là vous avez ce qui est reporté ici, c'est comment, mettons le mode Q1 ici, alors je vais plutôt le faire sur le mode Q2, le mode Q2 qui est ici, par l'identité il est inchangé. Si on applique la rotation C2, vous avez l'illustration, ce que j'ai essayé de faire avec mes schémas pourris. Par la rotation de 180 degrés, vous changez les signes des pointes de flèche. Donc et vous trouvez exactement l'opposé du mode précédent. C'est l'opposé, puisque ça veut dire que si vous avez une liaison OH qui s'allonge et l'autre qui se raccourcit, par cette opération C2, vous inversez le mode. Hein, c'est écrit ici. Vous inversez le mode. La liaison OH, mettons, qui s'allonge à gauche, ben, en tournant de, de 180 degrés, c'est maintenant la liaison de droite qui va s'allonger. Donc c'est alors que dans le mode qui était là, elle se raccourcit. Donc vous inversez le mode de vibration. Donc c'est moins 1. Par la transformation XZ, c'est moins 1 aussi. Et par le plan de la molécule, il ne se passe rien, donc c'est plus 1. Et d'où les représentations inductibles ici. Donc ça, vous devez le maîtriser, hein, ce genre de choses. Vous devez le maîtriser. Bon, le cours de cette semaine s'arrête là. C'est un cours un peu dense. Donc, alors, on a fini le spectre de rotation-vibration d'une molécule diatomique, en l'occurrence l'acide chlorhydrique, qui peut avoir une allure assez complexe à cause à la fois de la quantification vibrationnelle, de la quantification rotationnelle et en plus de l'existence d'isotopes naturels en proportion, en quantité relativement importante. Donc voilà. Et ensuite, on a commencé à faire une étude de la symétrie, de l'impact de la symétrie sur... Enfin, pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas encore, je ne vous ai pas encore dit, à partir de ça, hein, parce que là, on s'est amusé avec, en quelque sorte, avec des petites boules ou des flèches. Hein, mais on a commencé à préparer le terrain pour savoir maintenant si ces modes-là ont la potentialité d'être vus en infrarouge, en ramant, dans les deux ou dans aucune des deux techniques. Voilà. Et ça va être quelque chose d'important puisque la, les propriétés de vibration d'une molécule sont intimement liées à ce travail qu'on a fait ici, les propriétés de vibration. L'observation expérimentale des modes de vibration, est totalement liée au travail qu'on a fait là, c'est-à-dire à la symétrie des modes de vibration correspondants qui vont être excités. Et une molécule n'est pas excitée vibrationnellement n'importe comment. Une molécule n'est pas excitée vibrationnellement n'importe comment. Une molécule est excitée vibrationnellement selon des modes de vibration qui correspondent à ce type de schéma, des élongations symétriques, des élongations antisymétriques et des déformations angulaires qui peuvent même aller pour des molécules qui ont 4 atomes ou plus à des déformations angulaires, soit dans le plan, soit hors du plan. Donc après ça peut être un petit peu compliqué, mais voilà. Mais tout ça est lié à la symétrie. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Donc je vais mettre en... je vais donc arrêter l'enregistrement